Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Oxalis Let's Talk, notre podcast dédié à la digitalisation des achats. Alors aujourd'hui on va parler performance achat et j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Guillouet qui est avec nous pour cet épisode spécial. Bonjour Léa. Merci Cédric pour ton intervention aujourd'hui et pour ta participation à l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle et de ton expertise, de tes expériences, d'où tu viens finalement ? Nous en dire un peu plus. Alors moi je suis Cédric Guillouet, je suis directeur associé de Companion. J'accompagne les entreprises en fait dans leur transformation digitale et puis aussi certains éditeurs dans leur roadmap. Mm-hmm. Je suis ici avec ma triple casquette, conseil, métier, système d'information. J'ai démarré en tant qu'opérationnel et en management dans les achats. J'ai fait du conseil et du système d'information sur les dernières expériences et notamment une collaboration avec Oxalis pendant 3 ans. Ok, super, merci Cédric. On va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet. Tu vas nous dire et nous expliquer quelle est ta définition et qu'est-ce que la performance achat pour tous nos auditeurs. Alors dans la performance achat, il y a la performance déjà. Donc il faut qu'on remette l'église au milieu du village, comme on dit. La performance achat, c'est pas une généralité pour tous les achats. En fait, tout dépend quelle est l'ambition de l'entreprise. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête parce que souvent, on a des communications sur les achats. On parle de savings, on parle de RSE, par exemple. Donc, ok, ça, c'est des sujets. Il y a tout un tas de sujets. Et à un moment donné, on parle de la performance et de la performance des achats. Et en fait, cette performance des achats, elle va être directement liée à l'attente de la direction générale. Donc c'est important parce que qu'on soit dans le public ou dans le privé, qu'on soit dans une grande entreprise ou dans une petite entreprise, qu'on soit dans une entreprise mature en termes d'achat avec une direction achat très organisée ou quelque part le démarrage de ce qui semblerait être une direction des achats avec un acheteur, ça arrive aussi dans des organisations, et en fonction de la taille c'est important, les attentes que l'on va avoir au niveau des achats vont pas être les mêmes. Donc la performance, elle va être directement corrélée aux besoins. Mmh. Je suis dans une entreprise éventuellement qui est, on va dire, exempte financièrement, je mets en place une direction des achats, c'est peut-être pour faire du savings. Et on l'a encore revu d'ailleurs dans la dernière étude là, du CNA, où finalement la priorité des directions achats aujourd'hui, c'est les savings, même si on a envie de parler d'autre chose. Et finalement, on en parlera je pense dans le cadre de l'épisode, mais l'un des premiers KPI qui est utilisé pour mesurer la performance d'une direction achat, c'est ce que tu vas sûrement nous partager aujourd'hui, c'est est-ce que ma direction achat est performante et permet justement de réaliser des économies, comme tu le dis. Exactement. D'éviter des coûts. Ouais. Mais c'est très important d'être vraiment relié à ça, parce que dans le public, parfois, c'est pas ça. Et du coup, c'est important, même s'il y a une notion d'économie, c'est le respect du budget, par exemple, dans certaines organisations. Mmh. Et là encore, c'est pareil, ça dépend vraiment d'où on vient. Donc c'est vraiment important de se caler en fonction de où je suis, dans quel marché, dans quelle organisation, pour pouvoir effectivement, moi, en tant que directeur achat, puis après, effectivement, en déclinant sur mes équipes, quelles sont les attentes de ma direction générale. Donc là, tu nous as parlé de l'axe de performance autour des savings, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous les partager ? Est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager ? Alors, complètement. Dans le contexte actuel, en fait, avec tous les risques géopolitiques, il y a des notions où, en fait, on peut être amené à avoir des ruptures d'approvisionnement. Donc, on a connu ça à l'époque du Covid, où l'objectif, c'était effectivement de trouver des sources d'approvisionnement. Donc, on retrouve, en fait, aujourd'hui ça avec toute l'instabilité géopolitique mondiale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, typiquement, il y a des notions de plan d'action pour faire de la double source. Bon, ça fait partie effectivement de la performance. Parce que si demain, la direction générale, elle s'aperçoit qu'elle peut plus produire parce qu'elle a plus de produits, quelque part, en fait, on est mal. La performance SRD, là, il y a des nouvelles réglementations qui arrivent où, en fait, l'objectif, c'est de parler carbone. Là encore, même si on s'aperçoit qu'en 2025 et puis en 2026, c'est un peu moins d'actualité, toujours à cause de questions effectivement géopolitiques, Trump, ça favorise pas forcément le développement et la réduction du scope 3 notamment. Le scope 3 c'est l'empreinte carbone des produits achetés. Et bien là encore aussi, s'il y a une attente de la direction générale de communiquer sur cet axe-là, alors effectivement la direction des achats se doit de mettre en place des plans d'action avec ses fournisseurs pour réduire son empreinte carbone, avec ses fournisseurs pour cette notion d'évaluation RSE, la compliance aussi, tout ça, ça fait partie, entre guillemets, de la SSRD, et on verra effectivement que c'est un axe aujourd'hui des directions achats, même si c'est un tout petit peu moins d'actualité. Et puis après, il y a des entreprises qui veulent faire du Made in France. Alors là encore, dans cette étude, c'est intéressant de la nommer parce qu'en fait, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, et on voit bien que par rapport à l'année dernière, il y a des grosses évolutions. Mais quelque part, la notion de relocalisation de fournisseurs en France
pour pouvoir, entre guillemets, garantir du Made in France, pour pouvoir favoriser effectivement l'économie française, voire européenne, eh bien, là encore, on peut avoir des indicateurs, attentes de la direction générale sur cette partie-là, pour que les directions achats, effectivement, trouvent des fournisseurs, relocalisent des fournisseurs sur la France ou sur l'Europe. Et finalement, tous ces éléments, comme tu le partageais, tout dépend de la stratégie de l'entreprise et de ce qu'attend la direction générale. Il va falloir prioriser, en fait. Tout dépend de la maturité de la direction achat. Et... Clairement, il n'y a pas besoin, il y a plein de gens, peut-être que ça va faire réagir, mais il n'y a pas besoin d'avoir une performance carbone si votre direction générale en a rien à cirer bêtement. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai que si vous travaillez sur un sujet, il faut comprendre que la performance achat, qui doit être au bénéfice de la performance de l'entreprise, moi, j'ai le droit, en tant que directeur achat, parce que ça me fait plaisir, de mettre des indicateurs en place, sauf que personne ne me donnera des moyens pour aller les évaluer. Personne ne me donnera des moyens pour, entre guillemets, faire que je vais privilégier un fournisseur plutôt qu'un autre, si en fait, je ne suis pas dans l'attente de la direction générale. Je ne suis pas aligné avec cette stratégie d'entreprise. Exactement. Et comme en fait, on ne fait pas de la performance achat pour les achats, mais pour l'entreprise, on sera toujours confronté effectivement à un autre métier de l'entreprise qui pourra ne pas être, entre guillemets, pro de la décision des achats. Et c'est quand même important de partager effectivement cette décision avec les autres métiers. Donc tous ces axes de performance que tu nous as partagés, comment ça se traduit et comment on peut les piloter, comment on peut les suivre au niveau de la direction, comme tu dis, des achats, comment ça se retranscrit finalement ? Qui dit performance dit amélioration quelque part. Et pour améliorer, en fait, il faut mesurer. Donc la notion de KPI est importante, d'indicateur, si on parle le français. Avec un indicateur, ça permet de prendre des décisions. Ça permet de mettre des actions en place, puis ça permet de constater effectivement que les actions, on va pouvoir effectivement voir les résultats. Donc on a parlé des gains achats, par exemple, des savings, on a parlé beaucoup de savings sur la partie économique. Sur la partie économique, il y a ce qu'on appelle le total cost of ownership, quand on arrive, entre guillemets, à pouvoir le mesurer, ce qui est pas toujours simple. Et puis potentiellement le total cost of carbone, si on veut faire effectivement la partie produit complète. La partie économique, c'est aussi le fait d'avoir négocié des contrats. Donc ça paraît tout bête, mais un indicateur intéressant qui est complètement lié à la partie économique, c'est le taux de couverture de contrat. Est-ce que mes achats sont sous contrat ou pas? Donc ça, c'est important. Ça, c'est la partie économique. On parlait tout à l'heure des ruptures, il y a la notion opérationnelle, respect des délais de livraison. Si je ne suis pas livré en temps et en heure, potentiellement, on ne peut pas forcément produire, on peut avoir des vrais problèmes en termes d'organisation interne, et ça a des coûts. Ce n'est pas des coûts achats, mais c'est des coûts opération, et c'est important de les avoir en tête. Les taux de litige aussi, pour le coup, je reçois des choses, alors ça peut être de litige qualité, d'ailleurs, clairement. Est-ce que je me fais livrer des bons produits ou pas? C'est pas la peine d'acheter des produits pas chers avec des savings si derrière effectivement les coûts de qualité augmentent. Donc c'est important effectivement d'avoir des KPI directement liés à la qualité fournisseur. Alors c'est vrai dans la partie industrielle, mais c'est vrai aussi dans les services. Si quelque part j'ai des fournisseurs qui nettoient et qu'il y a une insatisfaction de mes collaborateurs sur le nettoyage, on n'est pas bon. Donc la qualité fournisseur, c'est aussi important. Et je me permets de faire le parallèle, du coup, Cédric, avec d'autres épisodes qu'on a pu enregistrer auparavant. On a fait un épisode focus sur la partie pilotage de la relation fournisseur, et finalement, on voit que tous ces sujets sont liés. Je fais le lien aussi avec ce qu'on a pu déjà partager, mais finalement, et c'est ce que tu nous partageras sûrement un peu plus tard dans l'épisode, pour mesurer tous ces KPI, pour les suivre, pour les piloter, il faut que l'acheteur, avec les directions achats, mais aussi les autres parties prenantes, la qualité, comme tu dis, les autres services qui vont travailler en collaboration avec les achats, soient équipés d'outils pour finalement mesurer, c'est sûrement ce que tu vas nous dire, mais pour mesurer ces indicateurs, pour les suivre et pour suivre la performance des fournisseurs et des achats de façon générale. Alors c'est complètement vrai, c'est pour ça qu'en fait on ne fait pas un KPI pour se faire plaisir dans son coin, là encore, on le partage avec les autres métiers. Ça c'est vraiment important, les KPI on les co-construit, alors il y a des KPI qui sont directement liés avec la direction générale, on en reparlera un petit peu après, peut-être parce qu'il y a des KPI high level stratégiques et puis il y a des KPI très opérationnels. Mais dans tous les cas, il faut les partager. Ça peut être effectivement avec le développement, si on veut faire de l'intégration d'innovation. Ça peut être avec la qualité, on en parlait. Si en fait, on
On fait de la qualité fournisseur si on veut savoir effectivement si on se fait livrer les bons produits ou les bons services au bon niveau de qualité. Ça peut être avec la direction de la transition énergétique, ou en fonction en fonction de comment elle s'appelle. Ça peut être aussi la partie responsable de l'entreprise si on veut avoir un plan d'action sur le carbone, sur la RSE, enfin sur tous ces sujets-là. Puis ça peut être la direction, la DSI quelque part, parce qu'il y a aussi cette notion de digital. À un moment donné, c'est important aussi de pouvoir outiller, et c'est un des moyens quelque part de consolider des données sur l'activité achat et l'activité plus générale de l'entreprise. C'est de s'assurer effectivement que les outils qu'on met en place, on les utilise. Donc ça, c'est super important. Et puis donc, il y a toute une notion d'automatisation de tâches où en fait, on pourra libérer entre guillemets du temps, on va dire sans valeur ajoutée, des achats ou des approvisionnements vers des interactions avec les fournisseurs qui ont en général plus de valeur ajoutée. Et donc ces indicateurs, ces KPI que tu viens de nous partager ne sont pas destinés à tous les métiers, à toutes les directions de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire comment les indicateurs de la direction générale sont déclinés sur la direction achat notamment ? Comment tout ça s'articule ? Déjà, effectivement, on en a parlé, la performance, elle doit être au service de l'entreprise. Donc l'entreprise, effectivement, a des attentes vis-à-vis des métiers et de la direction des achats. On a parlé des savings, donc évidemment, l'un des premiers indicateurs qui tombe en général de la direction générale, c'est effectivement la réduction des coûts. Alors évidemment, c'est la réduction des coûts globales sur les dépenses. Et puis derrière, charge effectivement à la direction des achats de les redécliner en fonction de ses équipes et en fonction de ses achats. Ce qu'aime bien la direction générale, c'est l'impact EBITDA. Alors d'ailleurs, je dis la direction générale, mais ça peut être la direction financière, parce que très souvent, la bataille qu'il peut y avoir sur cette notion de saving, c'est entre la direction financière et la direction des achats. Et il faut savoir qu'un coût évité pour une direction achat, c'est important. Pour une direction financière, ça ne l'est pas forcément, parce que quelque part, elle ne le retrouve pas dans les EBITDA. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre ce qui va descendre de la direction générale et de ce qui va descendre de la direction des achats vers ses équipes, parce qu'il y a aussi de la performance à aller chercher. Évidemment, il y aura une notion de sécurisation des approvisionnements. On parlait des ruptures, donc il faut éviter. Il va y avoir des attentes, entre guillemets, pour éviter ce type de rupture. Dépendance sur les fournisseurs critiques. On parlait de double source au début avec le contexte géopolitique. Bon, il y a des composants, entre guillemets, qui rentrent dans la fabrication de produits finis. C'est super critique. Donc là, forcément, il va y avoir des attentes de la direction générale à cet endroit-là. On a parlé de développement durable, donc là encore c'est pareil, est-ce qu'on a besoin de décréter, d'aller mettre des dépenses là-dessus si la direction générale en a pas ? En général, la direction générale va dire moi je voudrais que mes achats soient couverts parce que je veux communiquer, soient couverts par des critères ESG, comme ça me permettra de communiquer dans mon rapport au niveau de la presse. Je veux pouvoir communiquer sur le fait que si j'ai des plans d'action carbone, donc je veux réduire mon empreinte carbone sur mon scope 3, et donc il va y avoir pas un KPI, mais oui, une attente globale sur cette partie-là. Finalement, tous ces types d'indicateurs que tu viens de nous partager, l'entreprise, selon son secteur, dans l'industrie par exemple, toute la partie performance économique ou résilience, tu parlais de la sécurisation des approvisionnements, de ne pas être trop dépendant sur certains fournisseurs vis-à-vis de certains fournisseurs, je pense que ces éléments seront prioritaires versus le développement durable, qui sera tout de même important, mais pas mesuré finalement et pas mis au même niveau. Donc voilà, ça permet de... Ça dépend de l'entreprise, de sa stratégie, de son secteur, comme tu le disais en introduction. Exactement. Et alors, dans tous ces indicateurs-là, il y en a un qui est extrêmement important, par exemple, aujourd'hui, c'est le respect des délais de paiement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très suivi au niveau du ministère de l'économie, qu'il y a des communications qui sont faites pour ceux qui sont pas bons. Et évidemment, les entreprises n'aiment pas se retrouver dans les magazines en tant que mauvais payeurs. Donc, typiquement, on voit bien qu'il y a des KPI. Ces KPI-là qui sont liés directement à la direction générale sont en général liés aussi à de la communication externe ou à des impacts que ça pourrait avoir globalement. Sur l'image de l'entreprise, finalement. Exactement. Et il y a un autre KPI aussi qui est intéressant, c'est au niveau de la digitalisation. Tout le monde veut des outils digitaux. La direction générale, ce qu'elle aime bien, c'est de s'assurer effectivement qu'on utilise les outils que l'on met en place. Parce qu'en fait, elle a une ligne de dépenses, et si elle n'a pas l'impression, si elle a l'impression qu'en fait, elle n'a pas d'impact dans l'amélioration de ses processus ou l'amélioration effectivement de son pilotage, forcément, il y a une notion, en fait, il y a une frustration, entre guillemets, de la direction générale, et c'est comme ça qu'en fait, on peut être amené à avoir des budgets digitaux coupés. Donc, c'est important, effectivement, qu'au niveau de la direction générale, elle pousse des indicateurs, et que derrière, effectivement, la direction des achats les prend, les analyse et puis surtout va les redécliner. Je pense que c'est ça qui est important, parce que les indicateurs de la direction générale ne sont pas les indicateurs opérationnels pilotés par la direction des achats. Et justement, cette déclinaison des KPI sur les acheteurs,
Comment, finalement, ça dépend sûrement de la catégorie, de la famille d'achat, comme tu le partageais tout à l'heure? Alors effectivement, donc la direction générale va avoir des gros KPI, charge au directeur achat de les redécliner. Il va les redécliner en fonction des typologies d'achats, évidemment. Il y a des achats indirects, il y a des achats directs. En fonction des profils aussi, parce qu'en fait, on ne donne pas les mêmes indicateurs à un acheteur famille. Les attentes sur un acheteur famille ne sont pas les mêmes qu'à un acheteur projet ou un acheteur série si on est en production. L'acheteur investissement, là aussi c'est pareil. On voit bien que c'est des rôles qui sont un tout petit peu différents. Donc tout ça doit, entre guillemets, répondre à des enjeux de l'entreprise, mais doivent être déclinés. L'acheteur famille, par exemple, si on parle du lien entre l'économique que l'on avait vu, le fait d'avoir des contrats, il y a une notion de taux de couverture contrat. Donc ça, on aime bien effectivement un acheteur famille dire est-ce que c'est 30, 40, 70% de tes achats qui sont couverts par un contrat. Ça fait partie effectivement de la performance d'un acheteur famille. La productivité générée sur sa famille par rapport au budget. On parlait de savings, la direction générale va dire moi je veux 3% ou 4% de savings sur les dépenses. Évidemment, en général, les achats indirects, ils ont moins été traités. Donc on a des attentes de savings beaucoup plus importantes que si effectivement, par exemple, on est sur des achats de matières premières où aujourd'hui on est très lié au cours des marchés internationaux. Donc c'est pour ça que l'acheteur famille, lui, va avoir une déclinaison qui sera propre à la maturité de sa famille. Évidemment, il a des idées sur ce qu'il peut faire. Et puis, il faut que la somme pondérée de tous ces achats, de toutes ces dépenses famille, à un moment donné, réponde à un enjeu global de savings d'entreprise. Puis bien sûr, évidemment, il y a cette notion de risque qui est importante quand on parlait de compliance, de choses comme ça. En fait, c'est à l'acheteur famille, par exemple, de ne pas travailler avec n'importe qui, de vérifier effectivement que le fournisseur est en règle avec la législation. Donc toute cette notion de onboarding fournisseur qu'on peut avoir et de monitoring dans le temps, c'est lui qui va l'avoir. Alors que l'acheteur projet, ça va être différent. Un acheteur projet, lui, va fonctionner, entre guillemets, par rapport à un budget achat projet déjà. L'objectif, ça va être de tenir des prix dans le cadre d'un projet. Le produit, là, on est très industriel, mais va partir en série. Et donc, c'est important, effectivement, de pouvoir atteindre des cibles pour que le produit conçu par l'entreprise soit rentable. Évidemment, comme on est sur du projet, ça va être les jalons. En général, quand on est sur de l'achat projet, on a du développement avec ses fournisseurs. C'est important que les fournisseurs puissent développer leur outillage, valider le produit. Je crois qu'il y avait eu aussi un podcast sur cette partie-là. Mais c'est important effectivement de respecter les jalons et on va attendre de l'acheteur projet de pouvoir travailler sur ces jalons. Et puis alors, il y en a plein d'autres évidemment, mais il y a cette notion de localisation. On parlait de la réindustrialisation, ou en tout cas de réindustrialiser de relocaliser certains fournisseurs en France. Et quoi de mieux qu'en phase projet que de trouver des nouveaux fournisseurs au lieu de changer les fournisseurs qui sont en série. Pour les nouveaux projets, on trouve des fournisseurs qui sont plus proches, plus en phase avec l'ambition de l'entreprise. Si ça fait partie de sa stratégie à l'entreprise. Si ça fait partie de sa stratégie. Et puis l'acheteur série, évidemment, lui, il va être complètement dans la productivité, donc forcément c'est important. Et là, on est sur un monde très industriel. L'acheteur investissement, lui, il va y avoir une notion forcément de respect de CAPEX. Parce qu'en fait, quand on fait un investissement, on libère une enveloppe. Et l'objectif, forcément, ça va être un indicateur important, c'est de respecter effectivement le CAPEX qui a été investi. Ça, c'est important. Mais on va pouvoir lui donner aussi des notions de contractualisation sur la maintenance ou l'exploitation. Quand on parle de TCO, ce serait dommage qu'un acheteur d'investissement ne soit incentivé que sur le respect de ses budgets, sans qu'on commence à réfléchir à combien ça va coûter une fois que l'investissement sera fait en termes de maintenance. Donc c'est important effectivement de confier à un acheteur d'investissement ce type de sujet. Donc là, tu viens de nous partager les différents types d'acheteurs qui ont des indicateurs finalement qui se déclinent et qui sont différents puisqu'ils n'ont pas les mêmes objectifs et pas les mêmes métiers finalement. Donc c'est assez intéressant de voir les divergences entre ces différents acheteurs. Est-ce que tu peux maintenant nous dire quels sont les moyens justement mis en place pour les directions achats pour piloter cette performance ? Alors la clé depuis toujours dans les achats et par rapport à toutes ces typologies d'acheteurs, ces typologies de KPI, c'est la donnée. Donc depuis toujours, en fait, si on regarde 20 ans en arrière, l'objectif c'était de faire du savings, c'était d'évaluer le savings, mais c'était souvent avec de l'Excel, c'était souvent avec des discussions interminables entre les achats, la finance, pour savoir si le savings était validé ou pas validé, et puis du coup, c'était de l'Excel.